Salut, dans cette vidéo, j'aimerais te parler de créer des personnages originaux. Parce que, tu sais, il y a quelques années, quand j'avais encore du temps, voilà, avec des amis d'école d'art, on a eu l'idée de faire un jeu vidéo pendant notre temps libre, un jeu vidéo amateur. Et que, à ce moment-là, je me suis posé la question, c'était comment concevoir des personnages originaux quand tout a été déjà inventé. Parce que je voulais pas passer pour un plagiat. Et je voulais surtout que quand le joueur il tient sa manette et qu'il joue à mon jeu, il ait cette impression de ne jamais avoir vu ce type de visuel, ce type d'univers avant. Ce qui faisait que je passais beaucoup plus de temps malheureusement à réfléchir qu'à dessiner parce que j'étais perfectionniste. Et finalement j'avançais lentement et au fur et à mesure du projet, au bout de 3 mois j'en avais marre et je ne trouvais plus de plaisir et j'ai fini par abandonner. Malheureusement ça arrive à beaucoup de gens dans mon entourage professionnel. Fait que, voilà, avec le temps et avec l'expérience, en travaillant avec d'autres personnes, c'est là que j'ai compris que, par exemple, plein de mes œuvres de fantasy préférées, c'était Le Seigneur des Anneaux. C'est là que j'ai remarqué qu'il n'y avait rien d'original, que les nains et les elfes, ça existait déjà bien avant Tolkien. Encore, il a juste inventé les hobbits, hein, si on peut dire ça comme ça. Et c'est là que j'ai compris un truc qui est très important que je vais te partager aujourd'hui et dans les vidéos à venir. Ce truc-là, ça va te permettre de développer ton propre univers de fantasy, à arriver à dessiner des personnages originaux, que je vais appliquer tout ça dans mon personnage, dans mon univers celtique, avec un druide. Donc, dans cette vidéo, aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur l'inspiration. C'est comment t'inspirer pour arriver à l'originalité, comme a fait Tolkien. Donc, en premier, c'est que voilà, il ne faut rien inventer, il faut toujours partir sur une matière de départ. Par exemple, Tolkien, pour Le Seigneur des Anneaux, il s'est inspiré du mythe, il s'est inspiré des mythes nordiques. Déjà, notamment en termes de narration, avec la quête du héros, le bien contre le mal, tu vois, c'est des clichés qui reviennent sans cesse, hein. C'est ce qu'on appelle des stéréotypes. De la même manière, avec les personnages et les stéréotypes, on a des archétypes. On a le méchant Sauron, on a le mentor qui est Gandalf, on a le héros qui est Frodon. Le héros c'est toujours le héros. Au début de l'histoire, il est faible. À la fin de l'histoire, il est courageux. Tu as le valeureux guerrier qui est Aragorn, c'est roi. Et on a aussi les personnages secondaires qui aident le héros, mais aussi qui sont là pour, on va dire, donner de l'humour, avec Legolas et Gimli. Tu vois, c'est des schémas qui se répètent et au final, il n'y a rien d'original dans tout ça. Tu vois, c'est juste, on va dire, il a pris ce qui a été fait avant et il les a rassemblés ensemble. Et tu peux te demander, vu qu'il a copié ce qui existait déjà, comment il a fait pour être original, comment c'est fait pour devenir une œuvre majeure. C'est qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a juste rassemblé des idées et que ces idées-là, c'est plus ou moins des éléments abstraits. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si tu fais 1 plus 1 en mathématiques, ça fait 2. Et comme ici, on est dans des idées, dans des éléments abstraits, c'est-à-dire que 1 plus 1, c'est égal à 2, 3, tu vois, il y a énormément de possibilités. C'est ce qui fait que c'est de cette manière-là qu'on forme une nouvelle idée. Donc, ce qui est le plus important, finalement, c'est que c'est pas chercher au fond de toi, en priant que tu vas trouver, on va dire, des idées originaux. Et c'est surtout apprendre à t'ouvrir en monde, d'avoir une ouverture d'esprit pour aller chercher ces informations-là. Et comme dit John Woo, John Woo, c'est le concept artiste du Seigneur des Anneaux. C'est lui qui a bossé sur la comté, qui a designé Sauron, enfin il a designé plein de choses. Et c'est là qu'il dit un truc intéressant. Je crois qu'il faut rester ouvert à toutes circonstances, tout ce que la vie vous apporte, et rester à l'écoute. Et finalement, le dessin n'est pas une sorte de recul en soi, c'est plutôt un pas vers le monde. Et on est porté par les choses qui nous viennent du monde, que nous emmagasinons, que nous accumulons, ou qui nous passionnent, qui nous intéressent. Et puis on essaie ensuite de mettre tout ça à travers une sorte de lâcher-prise pour que les choses se remettent en place comme on imagine. Mais donc toute expérience est bonne, finalement. Tu vois, c'est super intéressant d'écouter John Woo parler parce que c'est quelqu'un qui a popularisé l'univers fantasy. C'est-à-dire qu'il a commencé à être célèbre quand la fantasy était un petit peu méconnue, avec Conan le barbare. Et ensuite, il a travaillé sur les films et ensuite, il s'est mis aussi au monde digital. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il a vécu 3 périodes majeures du dessin, du concept art.
Et c'est super intéressant de voir ce qu'il fait. Et lui, il continue aussi de dessiner sur papier. Et aussi, ce qui est important avec John Woo, c'est que lui, tu sais, il passe pas son temps à dessiner et apprendre à dessiner. C'est que, en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il passe surtout son temps à apprendre des nouvelles choses. C'est-à-dire que, par exemple, juste pour créer mon druide celtique, par exemple, si John Woo devait créer un druide celtique aussi, il serait parti faire des recherches sur l'histoire, sur la culture, et notamment à chercher l'environnement. Si tu peux aller dans l'environnement, tu vois, si tu peux visiter l'environnement que tu veux reproduire dans un monde de fantasy, par exemple un village médiéval, si tu fais un village médiéval, ça sera intéressant d'aller visiter le Puy du Fou. Ou si tu fais un néo-Paris, tu vas visiter Paris, tu vas prendre des photos, tu vas essayer d'aller un petit peu plus en profondeur. Bon, pour les Celtiques, c'est pas très possible. C'est pour ça que j'ai regardé beaucoup de documentaires sur les Celtes, regarder par exemple quels sont les accessoires, comment eux ils travaillaient leur artisanat. C'est très important l'artisanat, entre artistes, entre dessinateurs. De base, on est des artisans, donc c'est intéressant de comprendre comment l'artisanat se faisait à l'époque, comment les gens dessinaient à l'époque, et c'est là où tu vas comprendre qu'est-ce qui était important et qu'est-ce qui se faisait à l'époque. Et du coup, l'erreur à faire que je vois souvent avec beaucoup de débutants, malheureusement, c'est qu'ils veulent tout imaginer par eux-mêmes. C'est là qui est le plus gros problème. Et ce qui fait que ils ont un dessin qui est, je dirais, naïf. Tu vois, ils dessinent toujours la même chose et quand ils font un truc, on sait tout de suite que c'est du manga, ça se voit, on sait tout de suite quel livre ils ont acheté, c'est toujours les mêmes. C'est ça qui est dommage et c'est ça qui est dur finalement pour un débutant on va dire, de s'émanciper de ce qui lui détermine, dans le sens où il faut comprendre que tu t'inspires un petit peu des choses un petit peu médiocres, malheureusement il faut vraiment l'avouer, qui sont banales, qui sont grand public. Et donc c'est important que tu te sors de ce qui te détermine et commencer à regarder plus large, plus grand, ce qui fait que plus tu vas commencer à chercher de l'inspiration où tu n'as pas l'habitude d'aller voir. Par exemple, pour mon druide celtique, je suis parti même aller voir dans la forêt, aller voir dans la texture, aller voir dans des choses un petit peu plus précises, des formes bizarres qui sont hors du commun, qu'on n'a pas l'habitude de voir, pour créer des nouvelles formes que des gens n'ont jamais vues. Ce qui fait que quand tu te renseignes, quand tu apprends, ce savoir-là, il va enrichir ton imagination. Et aussi les histoires que tu vas lire, les mythes que tu trouves sur internet, dans les livres, dans les bibliothèques, mais aussi il y a ton expérience personnelle, c'est-à-dire ton vécu, tes sentiments par rapport à certains personnages, tu vois. Il y a aussi plein de choses à faire pour nourrir ton imagination. Et c'est ça qui en fait la richesse d'un artiste. Et c'est pour ça que j'aimerais te parler de la théorie du chaos. Je t'inquiète pas, c'est pas pour complexifier l'originalité, c'est juste pour que tu comprennes que c'est beaucoup plus simple que tu le crois pour être original. Du coup, tu me diras en commentaire si j'ai réussi ou pas. C'est-à-dire que, tu vois, ces deux pendules, tu vois, ils commencent par faire la même chose au départ. C'est-à-dire que, tu vois, il y a la même idée, donc la même configuration. Et au fur et à mesure, tu vas voir, là on commence à avoir des choses différentes. C'est-à-dire que même si plusieurs personnes ici, plusieurs personnes ont la même idée, dans tous les cas, avec le temps et avec de la persistance, de développement de cet univers, tu vas avoir des résultats différents. C'est-à-dire que le monde, en fait, il est beaucoup plus complexe et donc il ne faut pas avoir peur de plagier, on va dire, entre guillemets. Plagiez pas totalement. Et ce qui fait qu'à la fin, donc t'inquiète pas, tu seras toujours original dans tous les cas. Et finalement, l'élément le plus dynamique, c'est-à-dire le facteur qui crée cette différence, cette unicité, c'est toi. C'est-à-dire que à partir de qu'est-ce que tu te nourris du monde et comment tu t'appropries les idées, c'est-à-dire comment tu vas les modifier et en faire ta signature en quelque sorte. C'est-à-dire que, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, avec les elfes, on a quelque chose qui est complètement différent des autres univers. C'est-à-dire que les elfes de Tolkien, on a un langage elfique qui est particulier, qu'on n'a jamais vu ailleurs dans les autres œuvres de fantasy. On a aussi une esthétique qui est spécifique aussi dans le monde du Seigneur des Anneaux. On a aussi un mode de vie, ils ont des traditions, voilà, tu vois, ils ont toutes
une culture qui est différente des autres elfes. Hein. Ça marche différemment. La société elfique du Seigneur des Anneaux n'est pas la même société elfique de Warhammer, par exemple. Et le seul point commun qu'ils ont, c'est que voilà, les elfes, ils ont des oreilles pointues et ils vivent très longtemps. Hein. Ils ont la vie éternelle. Hein. Et c'est pareil pour les nains. Par exemple, les nains de Tolkien, ils ont leur propre mythe et légende. Ils ont aussi leur propre esthétique. Hein. Ça, j'ai entendu une histoire par rapport à John Woo. C'est quelqu'un qui travaille avec lui qui racontait que, par exemple, quand il travaille sur Le Seigneur des Anneaux, il avait un carnet où il dessinait que des objets des nains. C'est-à-dire que, tu sais, il développe tout le temps la même chose. Hein. Donc, il part sur des petits éléments et il développe l'esthétique. Il passe son temps à développer l'esthétique. Et ce qui fait que c'est ça qui rend son œuvre originale, c'est-à-dire qu'il améliore ses idées, il les pousse au maximum. Et c'est là qui est important, c'est comment toi, hein, dans ton univers, tu vas pousser les idées. Et c'est très intéressant hein, de voir John Woo le faire. Tu peux aller sur son site internet, hein, tu as plein de dessins, des petits croquis qui sont très simples, qui se font, si j'ose dire, qui se sont faits très rapidement. Mais voilà, c'est avec son expérience, hein, depuis au moins, je pense qu'il doit dessiner depuis 30-40 ans. Donc avec son expérience, faire des petits croquis comme ça, c'est super intéressant de voir. Donc c'est important de savoir s'ouvrir au monde, hein, comme dit John Woo. C'est donc important finalement de s'intéresser à autre chose que le dessin. Donc rappelle-toi-en, c'est super important parce que quand tu dessines un personnage, ce qui est très important, c'est que tu dois déjà définir plus ou moins l'environnement de ton univers. Par exemple la culture et la nature, parce que tous ces éléments-là, ça détermine ton personnage. C'est-à-dire que s'il a vécu dans la forêt, il ne va pas s'habiller comme un contemporain. C'est ça qui est super bien dans la création, c'est que tu pars de quelques idées, tu définis quelques éléments, et à partir de ces éléments-là, qui sont des contraintes, ça te permet de créer des personnages beaucoup plus cohérents. Comme ça, on sait tout de suite quand on regarde le personnage, on sait tout de suite d'où il vient, on sait tout de suite qu'est-ce qu'il va faire dans la vie. Ça nous donne des indices et c'est là où ça commence à être intéressant, c'est que quand ton spectateur ou le joueur pour un jeu vidéo, il comprend ton personnage juste avec le visuel. Et le problème, c'est que, voilà, je suis désolé d'être un peu vulgaire, c'est que quand tu vois les gens dessiner sur YouTube ou même dans Naruto par exemple, ce que tu vois c'est juste le résultat, c'est-à-dire que c'est comme si tu voyais le caca de l'artiste. Hein. Mais le problème c'est que souvent tu ne te poses pas la question où est-ce qu'elle est partie chercher cette information-là, où est-ce qu'il est parti s'inspirer. Et c'est là où c'est intéressant, c'est plus ou moins c'est de savoir qu'est-ce qu'il a mangé, qui est plus important que voir son œuvre finale. Hein. Évidemment, il y a à boire et à manger. Hein. Si tu t'inspires, si tes inspirations sont médiocres, hein, comme manger du McDo, tu vas faire des choses médiocres. C'est là où c'est compliqué quand tu es débutant. Le problème, c'est que tu ne sais pas trop où y aller. Tu crées un manga de ninja, tu vas t'inspirer de Naruto. Tu vois, c'est ça qui est l'erreur. Quand tu crées un manga de ninja, le plus intéressant, c'est d'aller voir directement à la source des vrais ninjas. Et c'est ça qui va créer ton originalité. C'est là qui est dommage, c'est que de nos jours, les gens ne voient que le résultat. Et ce qui fait que quand ils copient, ils ne savent pas pourquoi ils copient. Et t'inquiète pas, j'adore Naruto, c'est pour ça que la semaine prochaine, je vais te faire une petite vidéo sur le character design, c'est-à-dire comment le mangaka de Naruto, je me souviens plus de son nom, il a imaginé, il a pensé ces personnages pour créer des personnages qui sont très très populaires, hein, qui sont emblématiques même de la culture pop de nos jours. C'est là qui est intéressant avec le dessin, c'est que le dessin, c'est pas une accumulation de techniques, c'est pas une accumulation de maîtrise, c'est pas suivre un dessin en 12 étapes, c'est pas dessiner d'observation, enfin c'est pas seulement dessiner d'observation, c'est pas seulement l'anatomie, mais il y a aussi la culture et ça se fait par l'exploration du monde. Et c'est tant mieux hein, de voir le dessin de cette manière-là parce que on est des artistes, on est des dessinateurs et on adore le visuel, hein, c'est-à-dire qu'on adore observer des objets, on adore regarder des films, on adore les images en quelque sorte. Hein. Je suis sûr que dans ta chambre ou dans ta maison, tu as plein de posters, et tu as plein d'images sur le mur, plein d'objets, c'est souvent le bordel chez toi. C'est juste un signe que tu es quelqu'un de visuel. Et forcément, quand tu es visuel, tu es curieux aussi, tu aimes observer, tu aimes découvrir des nouvelles choses.
et tu es aussi narcissique, hein, parce que j'imagine que tu vas être tout le temps sur les réseaux sociaux ou sur les galeries en ligne à regarder des images, à publier aussi tes images hein, dans les groupes Facebook par exemple, pour avoir des avis, pour montrer ce que tu fais. Et ça, c'est très bénéfique hein, pour une personne, c'est que ça va te donner envie de t'améliorer. Hein. Il n'y a pas de mot narcissique, c'est pas mauvais dans un sens, mais le narcissique à extrême, c'est pas très bon non plus, hein, évidemment. Ce qui fait que comme tu es visuel, le problème à l'inverse, c'est que tu t'ennuies très vite. Hein. Tu as tendance on a une perte de plaisir souvent en cours de projet. C'est ce qu'on appelle la traversée du désert, c'est que tu sais, quand tu découvres un nouveau sujet, par exemple moi avec les Celtes, hein, j'adorais m'instruire sur les Celtes, j'adorais trouver plein d'idées différentes sur les Celtes, j'avais énormément d'idées. Et c'est ça qui est le problème, c'est que j'étais tellement perfectionniste. Hein. Bon, je me suis soigné, mais si moi j'étais débutant et je travaillais sur un univers celtique, j'aurais collectionné énormément de références. Voilà, j'aurais peur de rater une idée que je n'aurais pas trouvée. Là, il faut faire attention. Il faut faire attention, c'est qu'à la fin, tu passes plus de temps à réfléchir qu'à dessiner. Hein. Là, j'aurais répété le même erreur que j'aurais fait il y a quelques années sur le jeu vidéo que je voulais créer pendant mon temps libre et enfin, ça finit par être abandonné. Donc vraiment, fais bien attention. Hein. Je te recommande de t'instruire, de trouver des références, d'aller explorer le monde, mais il faut faire attention aussi qu'il faut passer à la pratique. Hein. Il faut bien faire attention à ça parce que dans ton cerveau, quand tu cherches trop des idées à droite à gauche, bah, ton cerveau il aura l'impression que tu auras fait le travail. C'est-à-dire que ton personnage dans ta tête, il est déjà fait alors que tu n'as encore rien dessiné. Et il faut vraiment faire attention. Et par exemple sur mon Android, tu sais, moi je me suis pas trop compliqué à la vie. Hein. J'ai juste cherché des bases d'inspiration déjà sur son environnement, hein, ce qui est la forêt écossaise, hein, un petit peu l'ambiance verte avec les champignons, un peu froid comme couleur, c'est ça que j'aime bien. Si tu vois, j'ai fait énormément de recherches, hein, de références, de voir un petit peu l'environnement. Tu vois, on a énormément de formes que j'adore, hein, des formes de champignons et c'est là que tu retrouves. C'est assez abstrait, c'est des formes que tu peux réutiliser, ce genre de choses-là. Mais tu vois, je ne suis pas allé plus loin que ça finalement. Je me suis juste fixé sur un thème, un décor en particulier pour l'instant. J'ai pas envie d'aller plus loin, juste ça pour l'instant. Et on évite de se compliquer la vie. Je me suis aussi inspiré des sangliers. Je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'avoir au moins un sanglier de base parce que mon druide, tu sais, c'est un druide sanglier en quelque sorte. Hein. Donc, on va s'inspirer déjà de base du sanglier. C'est voilà, le sanglier, moi, où je voulais avoir un sanglier un petit peu rebelle qui adore les champignons. Hein. Les sangliers adorent manger les champignons. Un peu gras, voilà, avec des tatouages, enfin avec des peintures de guerre. Et une crête, du coup ça fait un petit côté punk et en plus il existe vraiment ce genre de sanglier là. Donc à partir de là, tu sais, ça me permet de créer une forme d'unicité qui contraste avec les autres univers. Par exemple dans Astérix et Obélix, on a, on va dire, des druides qui sont un petit peu communs. Hein. On a tous, on va dire, dans notre inconscient collectif, cette image du druide qui est un petit peu vieux, enfin tous les druides sont vieux on va dire, mais tu vois, qui est habillé en blanc avec une cape rouge, assez simple, qui vit on va dire dans la forêt et qui est vieux, qui est faiblard. Alors moi j'ai fait l'inverse, hein. J'ai fait déjà rien qu'avec l'histoire que j'ai créée, on va dire avec ce personnage là, donc il a une épée, donc on peut se dire qu'il a un passé de guerrier. Ensuite, le Carnix aussi, hein, c'est une trompette de guerre, c'est pour faire peur les ennemis. Donc, tu vois, on peut dire que dans sa vie antérieure, avant de devenir druide, hein, il était un guerrier. Donc, tu vois, ça donne déjà une certaine profondeur à mon personnage. C'est pas un fragile, hein, il a une tête, il a le nez énorme de Gérard Depardieu. Donc, il a aussi des muscles, il est très large. Hein. Donc, ici, par son côté rond, tu vois, avec sa cape, il est assez ça arrondit un petit peu la silhouette. Ce qui fait que ça le rend pas méchant, tu vois, mais ça le rend costaud. On contraste avec les autres druides, hein, les autres druides qui sont plutôt faiblards. Lui, c'est pas un fragile, hein, tu vois. Si dans l'histoire, c'est que lui, il n'a pas besoin de potion contre le Covid. Hein, c'est lui la potion, quoi. Et tu vois, développer un univers, c'est pas seulement une accumulation de techniques. Hein, c'est aussi comment tu vas raconter une histoire, comment tu vas donner les indices à ton spectateur pour qu'il se fait l'histoire de ton personnage, et ce qui fait que ça donne vraiment de la profondeur à ton personnage. Et c'est là, quand il y a de la profondeur, il y a de l'originalité dans tous les cas. Et si tu as envie d'en savoir plus, hein, c'est ce que je développe aussi dans ma série d'emails que j'envoie chaque jour. Hein. C'est le lien en description. Donc dans ces emails là, c'est un cours sur le processus de design.
Chaque jour, je t'envoie un email pour t'expliquer une étape précise du dessin de personnage. Ces petits cours-là, c'est super bien pour être en complément de cette vidéo-là. Tu l'as compris, je pense que l'originalité, c'est pas avoir une idée c'est pas une idée qu'on n'a jamais vue, qui vient de nulle part. C'est vraiment une combinaison d'idées simples qui forment une nouvelle idée qui est fraîche, qui est originale. Et ce truc qui est cool, c'est que travailler de cette manière-là, ça en devient amusant parce que tu te mets moins la pression, il y a moins de complexité dans ta manière de dessiner et voilà, tu enlèves cette culpabilité d'être unique en quelque sorte. Et ce qui est intéressant, c'est que avec ce processus de combinaison d'idées simples, tu vas pouvoir faire des propositions d'idées beaucoup plus. Par exemple, pour mon druide, j'ai pas voulu avoir la forme exacte, la forme parfaite dès le départ. C'est que je me suis laissé la liberté de faire beaucoup d'essais, donc d'erreurs. C'est notamment ça. Au départ, je me suis amusé à dessiner comme un bourré. Un bourré, dessiner n'importe comment, à laisser ma ligne détachée et je me suis pas focalisé sur la justesse du dessin. Pourquoi on fait ça? C'est parce que ça permet de libérer ta créativité. C'est une technique que j'ai eue de John Woo. Par exemple, John Woo, lui, il te recommande de dessiner, de bien tailler ton crayon d'une manière très spécifique. Avant, je dessinais avec ça. Il m'a vu comme ça faire mon croquis et puis il a pris mon crayon et puis il a fait « Mais comment tu peux dessiner avec ça? Comment tu peux dessiner avec ça ?» Mets-toi là. Comment tu peux dessiner avec ça? Comme ça, il m'a posé, il a sorti sa trousse et puis il m'a montré genre un crayon comme ça et puis il fait ça, c'est un vrai crayon, il faut dessiner avec ça. Donc déjà plus long, c'est ça? Ouais, déjà plus long et puis taillé à la main surtout en fait. Donc ça permet de laisser ta main se libérer. Le problème c'est que tu vois, comme tu as été à l'école, tu as appris à tenir le crayon, le stylo comme pour écrire, ce qui fait que tenir le crayon comme tu veux écrire, en quelque sorte, ça cloisonne ta créativité, ça te met dans un état de concentration. Quand tu écris, tu te concentres à bien écrire. Le problème, c'est que cette concentration-là, elle n'est pas bénéfique pour la créativité. Quand tu veux créer, il faut une manière de tenir ton crayon qui te permette de faire des formes aléatoires, de faire des erreurs. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'à partir de cette manière de créer finalement, c'est que tu vas pouvoir créer des formes que tu ne t'y attendes pas. Il n'y a rien de prévu dans ma manière de dessiner. Après, il y a aussi l'erreur inverse, c'est que le problème, c'est que souvent les gens, quand ils font ça, quand ils dessinent un petit peu n'importe comment, quand ils font de l'art abstrait en quelque sorte, c'est que l'erreur, c'est qu'ils n'ont pas de but précis. C'est qu'ils n'ont pas formalisé leur personnage. Par exemple, pour mon druide, je me suis mis des contraintes. Qu'est-ce que je veux faire avec mon druide? Déjà, je veux un druide badass, qui n'est pas fragile, quoi, qui a des muscles, qui est fort, tu vois, qui se laisse pas faire, mais peut-être qu'il est pas vraiment sage. Donc, tu vois, dans l'inconscient collectif, quand quelqu'un qui est baraqué, forcément, on va le dire qu'il doit cogner fort et il doit être moins intelligent. Pour le cas de mon druide, je ne sais pas si tu as cette impression-là, mais en tout cas, ce que je voudrais montrer à tout prix, c'est qu'il cogne. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris le sanglier. Le sanglier, ça fonce tête baissée. Et à partir de là, je voulais lui créer un passé, donc un passé de guerrier. Et aussi dans mon univers, il y a des champignons. Donc je t'ai montré la suite, c'est que les champignons, en fait, ils dégagent des spores. C'est un mélange avec The Last of Us. Les champignons transforment les villageois en zombies. Je t'expliquerai la suite de l'histoire dans les prochaines vidéos. Donc à partir de là, tu vois, comme tu as bien formalisé les contraintes, c'est que ces contraintes-là sont, on va dire, dans ton inconscient, dans ton cerveau. Et à partir de là, quand tu vas dessiner tout en libérant ta créativité, tu vas pouvoir faire des tentations d'idées, tester plein de formes différentes, faire des essais, des erreurs. C'est surtout dans les erreurs que tu vas trouver des idées. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des mauvaises idées. L'erreur, tu vas voir, c'est ce qui est le plus bénéfique parce que ça va te donner des formes que tu ne t'y attends pas. Et c'est là qui est bien, c'est que avec tes essais, avec tes erreurs, tu vas avoir plein de propositions différentes. Et plus tu feras de propositions, plus tu travailleras sur le personnage. Et là, tu vas rentrer encore plus en profondeur sur les essais et les formes que tu auras dessinées sur ton personnage. Fait que plus tu auras de chances d'atteindre l'originalité. Et déjà, tu sais créer beaucoup de propositions. C'est-à-dire que voilà, tu as plein d'idées, tu as fait plein de tests différents, ce qui te permet de comparer les idées. Et c'est dans la comparaison qu'on sait ce qui est le mieux.
Mais aussi, tu vois, tu n'es pas obligé de choisir une seule idée parmi toutes tes propositions. Là, tu peux aussi combiner les propositions, c'est-à-dire que tu vas prendre les meilleures idées, tu vas assembler ensemble pour trouver la méga super idée. C'est là qui est le plus intéressant. Et c'est ce que je fais tout le temps dans mes designs de personnages. Notamment justement en utilisant la méthode de la silhouette. C'est une méthode qui est toute simple, comme tu peux le voir à l'écran. C'est que, tu vois, comme on va dire, je dessine un petit peu moche et ensuite j'aplatis les formes, ça me permet justement de travailler les formes parce que c'est tellement simple que tu peux travailler juste avec ces paramètres-là. Tu augmentes tes chances de créativité parce que c'est facile, que tu peux expérimenter facilement et tester des nouvelles formes. Donc c'est ce que je t'explique dans ma série d'emails, si ça t'intéresse toujours. Et du coup, à partir de cette méthode de silhouette, le truc qui est cool, c'est que voilà, c'est la fin du blocage créatif parce que tu vas arrêter de procrastiner et tu vas aussi arrêter de chercher la perfection. Déjà, pourquoi tu procrastines? C'est-à-dire que procrastiner, c'est que tu vas faire quelque chose de trop difficile parce que c'est tellement difficile et que tu n'as pas besoin de le faire. Donc, tu vas pas mourir si tu fais pas la tâche. Par exemple, le dessin, souvent, c'est ça. On procrastine sur un dessin, c'est parce qu'il est trop dur pour nous, donc on ne le fait pas. Mais avec la méthode de la silhouette, c'est qu'on simplifie tellement les choses que tu n'as plus d'excuses de dessiner des silhouettes. Et c'est pour ça que j'adore cette méthode-là. Et aussi qu'on reste très basique et donc on va éviter de chercher la perfection, et ce qui rend déjà la chose plus plaisante parce que tu vas créer des personnages à l'appel. C'est ça qui est cool, c'est que tu crées autant de personnages que tu veux en 5 minutes, qui est très simple. Donc ça te permet de générer plein d'idées, de kiffer aussi à détailler tes idées parce que voilà, tu fais la méthode et tu vas choisir les silhouettes qui te plaisent. Et comme la silhouette te plaît, forcément tu vas avoir envie de la développer et donc passer des heures dessus et d'arriver jusqu'au résultat final en couleur ou pas, juste au moins détaillé avec la ligne. C'est là qui est bien, c'est que quand tu arrives au résultat, c'est là qu'il faut bien comprendre, c'est que le résultat, quand tu atteins le résultat final, c'est là que ton idée, il devient tangible, il devient concrète et il devient vivant. C'est qu'on voit la forme de tes idées là. Et c'est là que tu deviens original. C'est pas seulement avoir l'idée dans ta tête qui fait que tu es original. L'originalité, c'est seulement quand tu auras posé l'idée qui est dans ta tête sur le papier, pas avant. C'est ce que je vais continuer à te montrer sur ma chaîne. Et le résultat final, notamment, déjà je vais finir mon druide. Je vais montrer comment moi je vais réfléchir sur le design de ce personnage-là, notamment sur la symbolique des formes. Parce que le personnage, c'est très important d'avoir des symboles, des logos dessus, parce que les logos, tu sais, c'est comme une marque, un personnage. Un logo, ça représente une histoire. Et c'est ça qui va rendre ton personnage intéressant et que les gens vont se mémorer là. Donc dans les prochaines vidéos, je te montre comment je développe tout ça. Donc en attendant, je t'invite à t'abonner déjà pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et en attendant, je t'invite à regarder une autre vidéo, c'est dessiner des personnages en copiant. Donc voilà, je t'explique comment moi j'ai trouvé les idées de manière beaucoup plus précise que cette vidéo-là, comment j'ai dessiné mon druide. Là, ça va t'apprendre la méthode des références, comment vraiment trouver les idées, chercher les bonnes idées pour ton personnage. Tu vas voir que ça va simplifier encore plus le processus de création. Enfin bref, sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!